Bonjour à toutes et à tous, ici TFT, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième partie sur la Révolution française. Rappelez-vous, la dernière fois nous nous étions arrêtés au 5 et 6 octobre 1789 avec la marche des Parisiennes et actuellement nous nous trouvons au jour du 2 novembre 1789 et du coup on va subir la vente des biens du clergé. Enfin, on va vivre plutôt la vente des biens du clergé. Aïe! L'État manque d'argent. Notre nouveau système d'impôt n'est pas encore au point. Heureusement, on a une idée de génie à l'Assemblée. Les gens Anachronisme. d'Église possèdent beaucoup de terres qui valent des fortunes. L'euro Désormais, n'existait pas. elles sont à l'État. Et l'État va les vendre pour remplir ses caisses. Évidemment, ceux qui achètent les terres de l'Église, ce sont ceux qui ont de quoi payer. Les bourgeois, comme moi. Et puis les nobles et les paysans fortunés. On va s'enrichir encore plus. Les petits paysans, eux, ne seront jamais propriétaires. Bon, tant pis pour eux. Pour prouver qu'on a acheté une terre, l'État nous donne des assignats, des papiers sur lesquels est écrite la somme d'argent que nous doit l'État. Peu à peu, on s'en sert de monnaie d'échange à travers tout le pays. C'est l'ancêtre de votre billet de banque. Catastrophe! On nous prend nos biens. Fini d'être les plus grands propriétaires du royaume. Ce jour marque une terrible rupture entre l'Église et la Révolution. Au lieu de profiter de notre fortune, nous, les membres du clergé, nous devenons de simples salariés payés par l'État. Oh, merci la Révolution! Oui, mais au bout d'un moment... c'est pas comme si vous l'aviez pas vu venir, hein. Oh, je veux dire, le clergé, à l'époque, vous étiez omnipotent. Bien sûr, vous étiez omniprésent et omnipotent. Là, par contre, oui, vous vous retrouvez du jour au lendemain complètement à la rue, c'est peut-être un peu bien fait pour vous, hein. Voilà, sauf que quand on vous dépouille de tous vos biens, eh bien, vous ne restez plus que des personnes qui sont rattachées à l'État comme des parasites, dans la mesure où, sans l'État, eh bien, vous ne pouvez pas vivre. Un organisme vivant qui vit aux dépens d'un autre, rattaché à un autre, sinon il meurt. Exactement. Téléportons-nous donc le 22 décembre 1789 avec la création des départements. À l'époque, la France est le pays le plus peuplé d'Europe. Son territoire est divisé en une trentaine de provinces, très différentes les unes des autres. Chacune a ses lois, ses mesures, ses langues, et surtout, elles sont de taille et de richesse inégales. Pour rééquilibrer le royaume, Je monte un peu le son, l'Assemblée désolé. nationale supprime les provinces. À leur place, elle crée 83 départements. Ces Let's go. territoires ont à peu près tous la même taille et rapportent les mêmes richesses par habitant. Question d'égalité. Voilà, donc là, on est, comme je le dis, au 22 décembre 1789, on a les premiers prémices de la création des départements tels qu'on les connaît aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on a tout recoupé en disant centre de la France, Grand Ouest, partie Ouest, Grand Est, etc. Là, à l'époque, il y avait encore chaque petit département, bien évidemment. Mais on va arriver, toutes mes excuses. On arrive un an après la prise de la Bastille, donc le 14 juillet 1790, à la fête de la Fédération. Pour célébrer la prise de la Bastille, il y a un an tout juste, et pour marquer l'unité Voilà. de tous les Français, une grande cérémonie est organisée à Paris. C'est la fête de la Fédération, car les représentants des fédérations, les provinces, sont venus des 4 coins de la France. Plus tard, le 14 juillet deviendra la fête nationale. Moi, général Lafayette, chef de la garde nationale, qui a aidé les Américains à gagner leur guerre d'indépendance. Lafayette, le Je GOAT. jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi. Toute ma garde le jure aussi. Waouh, quelle foule! Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les butins, tout réussira. Plus tard, on changera les paroles de cette chanson. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Vive la Révolution! Alors là, moi je le dis, je suis un historien de formation, je vois Lafayette. Et là je bande. Je te raconte pas. Oh oui mon ami, Lafayette. Le GOAT, Lafayette. Malheureusement, avec tout ce qui se passe, le roi, comme il le disait lors de l'épisode précédent, il va donner de plus en plus de pouvoir au peuple. Et au bout d'un moment, il va commencer à se dire « Oh là là, ils vont peut-être venir pour venir m'étriper ». Et le 20 juin 1789, il décide de fuir avec sa famille en pleine nuit à Varennes. Mais c'est là-bas que malheureusement, l'histoire nous le dira, c'est à cette époque, et surtout à ce jour-là, qu'il va se faire capturer.
Pardon. Je ne supportais plus de perdre mon pouvoir. Ah, voilà. J'ai pris la fuite avec ma famille. Ça Tous lâche. déguisés, ni vus ni connus. Chut. Je compte gagner la province, rejoindre les contre-révolutionnaires et nous faire aider par les pays étrangers qui soutiennent la royauté. Hélas, Sa Majesté nous a fait nous arrêter sans cesse en route pour se promener, se détendre les jambes. On a pris du retard, sacrebleu. Et puis on nous a reconnus, on nous a Véridique. poursuivis. Et voilà, on va se faire coincer maintenant. Dans une auberge. Il me semble bien l'avoir déjà vu quelque part, ce bonhomme-là. Ce serait-il pas notre bon roi par hasard? Oula! Alerte! Halte là, votre majesté. Votre évasion a échoué. Vous allez regagner Paris de force. C'est malin. Le peuple se méfiera de vous maintenant. Il demandera qu'on vous retire le pouvoir lors de manifestations où il y aura des morts. Et oui, il s'est fait complètement avoir. À Varennes, il est dans une auberge, je crois, et il est reconnu. Et malheureusement, fini pour lui, bien évidemment. Mais du coup, comment ça va se passer? Le peuple a de plus en plus de pouvoir. Le roi commence à être de plus en plus restreint dans sa comment je peux dire, dans sa capacité de pouvoir exécutif. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit, mais il se fait repérer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le 10 août 1792, c'est la fin de la monarchie. Hurrah! Le roi a enfin accepté la Constitution et la France a déclaré la guerre à l'Autriche. Les révolutionnaires veulent gagner pour étendre leurs idées à l'Europe. Oui, Le la roi, fin de la monarchie, lui, pardon. voit une occasion de rétablir son autorité. Si la France perd, elle fera appel à lui. Mauvais calcul. C'est bon, on a compris que Louis XVI jouait double jeu. En fait, il veut se faire aider par l'ennemi pour garder tout le pouvoir. Résultat, c'est l'émeute. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Anachronisme. Tous au palais des Tuileries pour coincer le roi. On est plus de 20 000 manifestants à débarquer. Nous, on vient de Marseille et on chante ce chant de guerre qui nous plaît bien. On l'appellera la Marseillaise. Plus tard, C'est bien décidé. plus tard. En ce jour, nous suspendons les pouvoirs du roi Louis XVI. Il ira en prison. Nous allons créer une nouvelle assemblée, la Convention nationale. Ah tiens, Et j'ai Robespierre, oublié bonjour. de me présenter. Robespierre. Vous entendrez parler de moi. Non, pas longtemps, mon pote. Pas longtemps, mon pote. Oh là 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 là, Maximilien de Robespierre, messieurs, dames. Pas longtemps. On va entendre parler de lui jusqu'en 94 de tête. Pas pour les bonnes raisons, hein, voilà. Peu importe. On arrive du coup au 2 septembre 1792 et arrivent les premières vraies effusions de sang qui va mener à une guerre civile qui va se dérouler pendant encore 2 longues années, 2 après 1, avant 3, bref, 2 longues années. Du coup, les massacres en septembre, et pour celles et ceux qui voient de quoi je parle, ça va aller jusqu'au massacre de Vendée. Encore une fois, en 1794, mais on va y arriver, bien sûr. Aïe! Les armées autrichiennes et prussiennes marchent sur Paris. En plus, il paraît que les prisonniers nobles vont être libérés. Les révolutionnaires craignent leur vengeance. C'est la panique à Paris. On se rue sur les prisons. À mort les nobles! Moi, Georges-Jacques Danton, ministre Danton, de la Justice, et Jean-Paul Marat, ici présent, on a pensé que la peur de l'invasion était une bonne occasion pour semer la terreur. Ainsi, nous ferons peur aux contre-révolutionnaires et contrôlerons mieux la situation. Dans plusieurs prisons de Paris, les révolutionnaires rendent la justice et ne font pas de quartier. Pitié! Ce jugement est une parodie de justice. Moi, je ne suis qu'un simple voleur. Ils vont tuer aussi des prêtres, des prisonniers politiques, mais aussi des femmes, des enfants. 1400 morts innocents. Une vraie boucherie. Ouais, bon, c'était l'époque où tout le monde était complètement émulsifié en mode « Ouais, il y a une révolution », enfin du moins il y a un soulèvement contre le pouvoir en place, il fallait trouver des coupables, hein. Ça a toujours été, ça sera toujours, dès qu'il y a une insurrection d'un peuple ou d'une ethnie ou d'un parti politique quel qu'il soit, il faut toujours trouver des coupables. Et malheureusement, dans l'histoire, on a prouvé que c'était pas forcément à chaque fois les bonnes personnes. Pas non plus que ça soit justifié ou légitime. Bien sûr, rien ne justifie un meurtre, et encore moins quand il est gratuit. Mais bref, continuons et téléportons-nous le 21 septembre 1792 pour la Convention. Victoire! La France a enfin vaincu la Prusse. Cela donne des ailes à la Révolution. C'est aussi la première réunion de la Convention. Dans cette nouvelle assemblée, 2 groupes de députés s'affrontent farouchement pour dominer les montagnards et les girondins. Pour l'instant, les girondins dominent.
Nous, les Girondins, nous voulons que le peuple ait la souveraineté et la décision, et que la bourgeoisie cultivée dirige les affaires. C'est elle qui représente le peuple. Girondin, vous jouez dans l'équipe de foot de Bordeaux? Oh, ta gueule, mec. En ce jour, nous avons voté 2 grandes décisions. 1. La royauté est abolie. 2. Nous créons la République. Désormais, les hommes qui gouvernent seront élus par les citoyens. Enfin, Bravo, les sauf gars. par les femmes et les domestiques. C'est le suffrage Pas bravo, les universel. Moi, Robespierre, Masculin. je fais partie des montagnards, comme Danton et Marat. J'ai les créé montagnards, une on va pas devise, entendre parler de vous liberté, longtemps. Égalité et fraternité. J'y crois dur comme fer. J'aime la révolution, car elle fait triompher la justice et la raison. Pour nous, le peuple est aveugle et ne peut pas se débrouiller seul. Il a besoin de guides éclairés pour le mener. Moi, par exemple. Alors, Maximilien de Robespierre, comment dire que tu deviens au fil des années, au fil des mois, au fil des semaines même, complètement l'inverse de ce que tu as juré de détruire? Ça va mal se passer pour toi et ça va surtout mal se passer pour ton parti politique et surtout les membres de ton parti politique. Mais bon, on va voir ça, mais arrive du coup le début de l'année 1793 avec bien évidemment la très fatale date du 21 janvier 1793 où les révolutionnaires prennent une décision qui n'est pas sans gravité. En effet, on décide que Louis XVI ne sert plus à rien et il est donc mis à mort. À mort le tyran! Traître à la patrie! Vive la République! Louis Capet, roi de France, tu as été jugé coupable Bourbon? par les députés de la Convention. Louis Bourbon, non? Nous avons trouvé les preuves de ta trahison envers le peuple. Des lettres secrètes où tu cherches à t'allier avec les rois étrangers et ennemis pour reconquérir ton trône. La Véridique. sentence est la mort. Oh que oui. À vrai dire, je suis contre la peine de mort en général. Faux cul. J'ai voté à regret cette exécution. Mais ce criminel envers l'humanité doit mourir. Marat, lui, est tout à fait pour. Très actif et très excité pendant le procès. Mais enfin, je suis innocent, je le jure. Attendez, laissez-moi parler, Ouais, efficace cette nouvelle invention, la guillotine. Au moins, les condamnés n'ont pas le temps de souffrir. Auparavant, on avait des techniques plus douloureuses comme la pendaison, le bûcher, l'écartèlement. Bon, à qui le tour? Alors, attention, les nobles, dans l'histoire, majoritairement, ont tous une mort simple et plutôt propre, dirons-nous, dans la mesure où ils étaient souvent décapités, à la hache notamment. Là arrive l'invention du docteur Louis et du docteur Guillotin qui donnera la guillotine par la suite. Hein, voilà. Mais le résultat elle-même, entre guillemets, il y aura toujours une décapitation oui, beaucoup plus propre qu'avec une hache, vous le voyez venir. Toutefois, on continue et on arrive du coup quelques 2 mois théoriques après, 1 mois et demi plutôt, théoriques après, soit la journée du 10 mars 1793 avec l'insurrection des Vendéens. Je vous avais dit que ça allait commencer à saigner sévère dans l'épisode précédent en vous disant les guerres de Vendée. Eh bah putain, vous êtes vraiment au bon endroit si vous voulez voir du sang. Nous, les Vendéens, on n'est pas contents du tout. On est catholiques et royalistes, et les républicains ont tué notre roi, et ils ont humilié l'Église avec leurs réformes. En plus, ils veulent qu'on lève une armée pour combattre les Anglais et les autres royaumes d'Europe. Pas question d'obéir aux Bleus, enfin aux Républicains. On se révolte, on se cache dans les bocages, on leur tend des embuscades, on les torture, on fait des massacres. C'est la guérilla. On se battra avec rage jusqu'à la défaite en décembre 1793. Puis on fera d'autres guerres. Ces enquiquineurs sont rusés. Ils utilisent les ailes des moulins pour s'envoyer des messages. Par exemple, si un moulin cesse de tourner, c'est que les bleus sont en vue. Alerte! Moi, je suis un chouan. Nous aussi, on se soulève contre les Bleus. On habite en Bretagne. On nous appelle chouan parce qu'on imite le cri du chat huant. Enfin, de la chouette, pour se reconnaître. Maudits blancs, où se cachent-ils? On les appelle blancs parce qu'ils sont pour le roi, c'est sa couleur. Pas de pitié, on les massacre aussi, on brûle leur village, on tue tout le monde. Très pénible cette guerre, mais notre armée finira par gagner. Ouf.
Alors, je resitue ici, enfin je me permets d'apporter une petite comment je peux dire, une petite information supplémentaire pour terminer cet épisode. Pour celles et ceux qui trouvent que les guerres de Vendée sont un peu compliquées, c'est très simple. Alors, très simple à toute mesure. Oui, je suis obligé de alt-tab, désolé. Je voulais parler du fait que, en gros, les guerres de Vendée, pour simplifier, il y a du côté les Vendéens qui sont royalistes et catholiques, donc c'est-à-dire ils défendent le roi qui est donc mort, voilà, mais ils veulent continuer à voir une royauté arriver sur l'écran politique du monde, et les armées républicaines, donc qui sont pour la Nouvelle République, qui se battent avec ceux qui défendent l'Ancien Régime. C'est très simple, c'est comme, demain il y a un nouveau régime qui arrive, il y aura ceux qui croient encore à l'Ancien Régime. Et là c'est exactement la même chose. Les Vendéens croient au pouvoir des rois, tandis que l'armée républicaine se bat et va détruire les dernières poches de résistance, notamment vendéenne, en faisant des massacres innommables avec des cadavres à perte de vue, des charniers et vas-y que je tire sur des enfants, des femmes enceintes et des personnes du troisième âge, etc. C'est un véritable carnage qui s'arrêtera en 1794 entre énormes guillemets. Il y aura encore quelques autres massacres, mais pas aussi majeurs que ceux qui se sont déroulés malheureusement en 1793 puis 1794. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, c'était TFT et je vous dis à la prochaine pour la suite et très probablement fin ou avant-dernier épisode. Quoi qu'il en soit, à la prochaine, salut et portez-vous bien.